Décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration vraiment fondamentale sur un sujet qui est littéralement en train de redéfinir la technologie moderne. Ouais, et le mot n'est pas trop fort. On se base sur une conférence particulièrement dense donnée au MIT par le chercheur Alexander Amini. Et le cœur de cette session, c'est l'apprentissage par renforcement profond. Le fameux Deep Reinforcement Learning en anglais. C'est ça. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre exactement comment les machines sont passées de simples calculatrices passives qui ingurgitent des données à des entités vraiment actives, des entités capables de prendre des décisions complexes dans des environnements super chaotiques. Tout à fait. Et pour bien comprendre, il faut déjà poser un constat assez simple sur notre propre façon d'apprendre. Vas-y, je t'écoute. Prends l'apprentissage d'une compétence physique, genre faire du vélo. On pourrait être tenté par une approche purement théorique, non? On lirait un manuel d'instruction ultra détaillé sur la physique de l'équilibre, le centre de gravité, la force centrifuge. Ouais. Sauf que les rares manuels de physique a jamais permis à personne de tenir en équilibre sur 2 roues au premier essai, quoi. Exactement. Et pourtant, c'est exactement l'approche traditionnelle de l'informatique, et même des premières générations d'intelligence artificielle. C'est-à-dire une méthode très structurée, basée sur des règles préétablies. Voilà, on fournit à la machine toutes les théories, toutes les étiquettes, avant même qu'elle ne commence à agir. Mais pour vraiment apprendre à faire du vélo, la théorie, ça suffit pas du tout. Faut monter sur la selle, pédaler, perdre l'équilibre, tomber, s'écorcher les genoux, ajuster sa posture et remonter. C'est un processus fondamentalement chaotique. Complètement. C'est basé sur l'expérience pure et l'erreur. Et c'est ce basculement précis qui opère actuellement dans les laboratoires de pointe. En gros, l'approche qui consistait à faire lire le manuel à l'IA, elle est en train d'être complétée ou même carrément remplacée par l'action de la faire monter sur le vélo. Et ça, c'est la définition même de l'apprentissage par renforcement dont parle cette conférence du MIT. D'accord. Et pour bien saisir l'ampleur de ce changement de paradigme, c'est super utile de le comparer au modèle dominant précédent, l'apprentissage supervisé. Ok, rappelle-nous comment ça marche, l'apprentissage supervisé. Le fonctionnement est assez direct en fait. On donne à un algorithme des millions de photos de pommes, par exemple, et on ajoute manuellement la petite étiquette pomme sur chacune d'elles. L'algorithme analyse les pixels, repère les motifs et finit par savoir identifier une pomme. Oui, donc c'est un outil de classification très puissant, mais ça reste hyper passif. Exactement. Il se contente juste de refléter une connaissance qu'un humain a déjà structurée pour lui. En gros, il identifie le quoi, mais il n'a aucune idée du comment ou du pourquoi. C'est ça. Il ne sait pas du tout ce qu'on fait avec une pomme. Précisément, et c'est là que l'apprentissage par renforcement propose un univers totalement différent. Il n'y a plus d'étiquette humaine, on introduit un nouveau concept fondamental, l'agent. L'agent avec un grand A. Voilà. Et cet agent, on le plonge dans un environnement. Et ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être le personnage de Mario dans un jeu vidéo, le logiciel qui gère les hélices d'un vrai drone de livraison, ou un robot dans un entrepôt. D'accord. Cet agent, il observe l'environnement à un instant T. C'est ce qu'on appelle un état. Et à partir de là, il doit choisir une action. L'environnement réagit alors à cette action en générant un nouvel état et surtout en lui renvoyant un signal critique, une récompense. Ok, donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, l'agent ne reçoit pas une photo avec le mot pomme écrit dessus. Non, pas du tout. Il se promène dans son environnement numérique, il interagit un peu par hasard avec cet objet rond, il finit par le manger et paf, le système lui envoie un signal positif. Une récompense sous forme d'énergie virtuelle, par exemple. C'est ça. Et c'est par cette boucle qu'il déduit lui-même la fonction de l'objet. C'est tout le cœur de la mécanique. Son but mathématique à l'agent, il est unique et absolu. Il doit maximiser la somme totale des récompenses qu'il va accumuler au cours de son existence ou de son épisode d'apprentissage. Par contre, il y a un détail technique dans la conférence qui m'a fait tiquer et qui mérite qu'on s'y arrête 2 secondes. Ah oui, lequel ? Si l'objectif c'est juste de faire le plus haut score possible, à la fin de la partie, un point accumulé à la toute première seconde devrait avoir exactement la même valeur mathématique qu'un point gagné 10 heures plus tard, non ? Logiquement, oui. Pourtant, le modèle n'additionne pas les récompenses futures de manière brute. Il utilise ce qu'ils appellent dans le cours l'actualisation des récompenses futures. Pourquoi il complique la formule avec ce taux d'escompté ? Je suppose que c'est lié à une notion d'incertitude ? C'est une excellente déduction, oui. Et c'est un pilier mathématique incontournable. Prends un scénario économique super classique. On te propose de recevoir une somme d'argent là, tout de suite, ou de la recevoir dans 10 ans. Ah je prends tout de suite, direct ?
Bah oui, la logique veut qu'on choisisse l'immédiat, parce que le futur est incertain. L'argent immédiat, tu peux l'investir, alors qu'une promesse dans 10 ans, il y a un gros risque d'annulation. L'algorithme, il doit intégrer cette même loi de l'incertitude. Ah d'accord, donc si on donnait une valeur égale à toutes les récompenses temporelles, l'agent pourrait développer des comportements complètement absurdes. Totalement absurde. Il pourrait tourner en rond indéfiniment en repoussant son objectif final, sous prétexte que la récompense sera de toute façon toujours disponible plus tard. En appliquant un taux de dépréciation mathématique sur le futur, on force la machine à chercher l'efficacité immédiate. Il doit résoudre le problème le plus vite possible. C'est ça, tout en gardant une stratégie viable sur le long terme. Ok, donc l'agent devient pragmatique en fait. Il veut les points, il les veut vite, mais il veut pas mourir non plus. Voilà. Mais la grande question qui découle de tout ça, c'est la mécanique de décision. Quand cet agent est devant une intersection face à plusieurs actions possibles, comment il calcule concrètement la direction qui va lui rapporter le plus sur le long terme? C'est là qu'intervient le rôle d'une construction mathématique vraiment fascinante qu'on appelle la fonction Q. Le Q de fonction Q, ça veut dire quoi? Le Q fait référence à la qualité d'une action donnée dans un état très précis. Et c'est pas juste une idée abstraite, c'est une immense table de correspondance, comme un gigantesque arbre de décision mentale. Comment ça marche en pratique? L'algorithme évalue l'état actuel, il simule une action possible, et cette fonction calcule l'espérance mathématique de toutes les récompenses futures qui découleront de ce choix, en incluant fameux le taux d'escompte dont on parlait. D'accord, donc si la machine a une fonction Q parfaitement calibrée par des milliers d'essais, elle consulte juste sa table. Exactement. Elle compare les chiffres associés à chaque action possible devant elle et elle exécute bêtement l'action qui a la valeur maximale. C'est la base de ce qu'on appelle le Q-learning. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la conférence du MIT illustre ce Q-learning avec un cas pratique qui a carrément marqué l'histoire de la tech. Le fameux test de DeepMind sur Atari? Ouais, le moment où le labo a testé cet algorithme sur les vieux jeux vidéo rétro, et en particulier sur le jeu Breakout. Pour rappeler la mécanique de Breakout pour notre public, c'est simplissime. Il y a un mur de briques en haut de l'écran, une balle qui rebondit, une petite raquette en bas qu'on déplace de gauche à droite pour pas que la balle tombe dans le vide. Tout le monde a déjà joué à ça, ouais. Et la logique humaine face à ce jeu, c'est une logique de survie. Un joueur humain normal, il va toujours essayer de garder sa raquette bien centrée sous la balle, pour minimiser le risque de la rater. Mais quand l'algorithme d'apprentissage par renforcement a pris les commandes, La prudence humaine a été complètement balayée. Le comportement généré par la machine a contredit toute notre approche intuitive du jeu. mais complètement, l'IA a développé une stratégie qu'aucun humain de bon sens ne privilégierait. Au lieu de centrer sagement sa raquette, la machine déplaçait délibérément la plateforme à la toute dernière microseconde pour frapper la balle avec l'extrême bord, vraiment le coin de la raquette. Ce qui pour un humain est une hérésie suicidaire, en fait. Bah oui, la marge d'erreur est immense, mais la machine a compris un truc fondamental. Frapper avec le coin, ça donne un angle de rebond super aigu. La balle zigzague, elle creuse un petit tunnel sur le bord du mur de briques, et paf, elle finit par se glisser derrière le mur. Et là, c'est le jackpot? C'est le jackpot total. Une fois prisonnière en haut, la balle rebondit frénétiquement entre le plafond et les briques, elle détruit tout sur son passage en une fraction de seconde, et elle génère une avalanche de points sans que l'agent n'ait plus du tout besoin de bouger sa raquette en bas. L'algorithme a littéralement découvert le cheat code naturel du jeu. Et ce moment précis, il illustre parfaitement la supériorité de l'optimisation mathématique pure sur notre intuition humaine. C'est clair. Parce que notre cerveau, il est câblé pour la sécurité immédiate. On minimise le risque de perdre la balle, mais du coup, on limite nos récompenses. La machine, elle, guidée par sa fonction Q, elle a analysé la situation sans aucun instinct de préservation émotionnelle. Elle a juste fait le calcul. Voilà. Elle a calculé mathématiquement que le risque infime de rater la balle avec le bord était largement compensé par l'explosion statistique des récompenses si la balle passait derrière le mur. Et en couplant cette méthode avec un réseau de neurones profonds pour gérer la vision des pixels, ce fameux Deep Q Network, la machine a pulvérisé les scores humains sur quasiment tous les jeux Atari. C'est un accomplissement technique majeur, c'est sûr, mais en analysant bien la source du MIT, il y a quand même une vraie limite qui saute aux yeux. Laquelle? Le Q-learning, c'est phénoménal dans Atari, parce que les règles sont super rigides. La raquette, elle a 3 options absolues, aller à gauche, aller à droite ou ne rien faire. Ce qu'on appelle un espace d'action discret. Oui. Voilà, créer une table mathématique pour 3 pauvres options, c'est facile. Mais si on sort du jeu vidéo rétro et qu'on entre dans la réalité physique, si l'agent doit piloter une vraie voiture par exemple, un volant, c'est pas un bouton avec 3 états, c'est un spectre continu.
Ah, ça oui, tu peux tourner de 12 degrés, de 12,5 degrés. De 12,58 degrés. Il y a littéralement une infinité de micro-actions possibles. Un algorithme qui devrait calculer et classer la valeur absolue de chaque petite fraction de degré du volant, il mettrait un temps infini à prendre un simple virage, non? Il peut pas juste regarder une table de correspondance. T'as tout à fait raison, c'est une déduction exacte. Face à la physique du monde réel, la méthode du Q-learning s'effondre complètement sous son propre poids calculatoire. Alors comment on fait? Pour évoluer dans ce qu'on appelle un espace d'action continu, les ingénieurs ont dû abandonner l'idée d'attribuer un score parfait à chaque mouvement précis. La conférence explique qu'il faut basculer vers une autre architecture, l'apprentissage de politique, ou policy learning. Ok, Le paradigme change radicalement. Le réseau de neurones ne calcule plus des scores exacts pour des actions spécifiques, il va plutôt générer une courbe de probabilité pour définir l'action idéale. faut qu'on détaille ça, parce que c'est un concept un peu pointu pour quiconque nous écoute. En gros, au lieu de dire « tourner à 15 degrés donne 100 points », la machine dit « il y a de fortes chances que tourner autour de 15 degrés soit une bonne idée ». C'est exactement le principe. Et pour gérer cette infinité mathématique sans faire griller ses processeurs, l'algorithme génère une distribution statistique. C'est souvent représenté par une courbe de Gauss, la fameuse forme en cloche. Ah oui, la courbe en cloche des statistiques. Voilà. Et la magie, c'est que le réseau neuronal n'a besoin de produire que deux valeurs mathématiques pour définir cette infinité de choix. Une moyenne et une variance. Ok, donc la moyenne représente quoi? La moyenne, c'est le sommet de la cloche, c'est-à-dire l'action considérée comme la plus pertinente. Et la variance, ça définit la largeur de la cloche. Ça traduit le niveau de certitude de l'agent. L'agent va alors sélectionner son action réelle en piochant aléatoirement un point à l'intérieur de cette courbe. D'accord. Donc si la voiture virtuelle aborde une grande ligne droite, la moyenne calculée, c'est 0 degré sur le volant. Et s'il est très confiant, la variance est minuscule. La cloche est super fine. C'est ça. Il piochera toujours une action quasi identique. Il ira tout droit. Mais s'il explore une situation inconnue, une route bizarre, la cloche s'élargit. Et là, il s'autorise à tester des angles beaucoup plus variés. C'est hyper ingénieux en vrai. C'est très élégant, oui. Mais ça soulève une mécanique cruciale. Comment il corrige sa trajectoire s'il fait une erreur monumentale? Mettons qu'il soit ultra confiant, sa cloche est très fine pour un virage serré, mais la voiture fonce directement dans un mur. Comment les mathématiques s'ajustent pour qu'il ne refasse pas ce crash? Tout réside dans l'élégance de la fonction de perte, la loss function en anglais. C'est vraiment le moteur de l'apprentissage. Il faut d'abord relier ça au mécanisme de l'apprentissage biologique. Vas-y. Prends un individu qui est persuadé de pouvoir sauter par-dessus un très grand obstacle. Sa confiance est maximale. S'il s'élance et qu'il échoue lamentablement, le décalage entre sa haute certitude initiale et le résultat désastreux provoque un vrai choc d'apprentissage, une remise en question massive. Ah oui, l'ego en prend un coup. Exactement. L'algorithme reproduit exactement cette dynamique. La formule va multiplier mathématiquement la probabilité initiale que le réseau avait assignée à cette action par la valeur négative de la récompense obtenue. Donc le crash. Ah, la lumière se fait. Si la probabilité était de 99% et que le résultat est un désastre total, la multiplication de ce haut pourcentage par un score profondément négatif, ça va créer une onde de choc mathématique, un signal d'erreur gigantesque. C'est le terme adéquat, oui. Ce signal d'erreur massif va remonter à travers tout le réseau de neurones via un processus qu'on appelle la rétropropagation. Et ça modifie les réglages. Voilà, les poids mathématiques des connexions neuronales vont être violemment réajustés. Lors de l'itération suivante, face à la même courbe sur la route, la probabilité d'exécuter l'action qui a causé le crash sera complètement écrasée. L'intérêt majeur de cette méthode basée sur les probabilités, c'est vraiment sa résilience face aux environnements stochastiques. Les environnements stochastiques, c'est-à-dire imprévisibles, c'est ça? C'est ça, des mondes où des événements aléatoires se produisent. Si un coup de vent dévie la voiture, une politique probabiliste va s'ajuster souplement, là où un algorithme strict chercherait éternellement l'angle exact au dixième de degré près, sans jamais le trouver. C'est d'une logique implacable quand on y pense. On navigue sur des probabilités qui s'affinent à chaque échec, mais ça nous mène directement à l'un des défis les plus redoutables mentionnés dans la conférence du MIT. Le passage au monde réel. Exactement. Parce que faire s'écraser une voiture virtuelle 1 million de fois dans une simulation numérique, ça coûte que de l'électricité. Mais on ne peut pas appliquer cette méthode d'essai et d'erreur complètement aveugle avec une vraie voiture sur une vraie route. C'est financièrement et matériellement impossible. Alors comment les chercheurs font pour faire franchir le cap physique à ces cerveaux numériques? Cette barrière, c'est ce qu'on appelle le sim to real, le passage de la simulation à la réalité. Et c'est un goulet d'étranglement majeur en robotique.
Le chercheur du MIT illustre bien comment son laboratoire a abordé le problème frontalement. Ils ont fait comment? Puisqu'ils ne pouvaient pas détruire de vrais véhicules, ils ont dû élever la simulation à un niveau de complexité totalement inédit. Ils ont développé un simulateur hyper photoréaliste. Et on ne parle pas de simple graphisme de jeux vidéo, hein. Ah non, non. Non, c'est une reproduction méticuleuse des lois de l'optique, des ombres complexes, des reflets du soleil et surtout de la physique de la friction des pneus. L'objectif étant que les capteurs du réseau neuronal ne perçoivent aucune différence mathématique entre les pixels du simulateur et les vrais flux vidéo des caméras du monde réel. C'est exactement ça. Donc, ils ont laissé leur modèle s'entraîner avec la fameuse méthode probabiliste dans cet environnement numérique parfait. L'agent s'est crashé virtuellement, il a ajusté ses courbes en cloche jusqu'à conduire impeccablement. Et la suite est géniale. Ouais, ils ont extrait ces millions de paramètres synaptiques optimisés, ils les ont intégrés dans le processeur d'une vraie voiture autonome miniature et ils l'ont lâché sur une piste d'essai physique dans le sous-sol même du laboratoire. Et le transfert a fonctionné. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la démonstration que l'IA a pu abstraire les lois fondamentales du pilotage dans un vide totalement numérique, sans qu'aucun humain ne lui ait codé la moindre règle explicite. Et cette abstraction s'est avérée parfaitement valide face aux lois physiques réelles de la gravité et de l'inertie. C'est fou quand on y pense. Le succès dans ce sous-sol, ça valide vraiment le passage de l'espace discret à l'espace continu physique. Mais paradoxalement, la conférence nous montre que l'ultime test de l'apprentissage par renforcement, c'est pas le pilotage d'une machine physique. Ah non, c'est la résolution d'une complexité abstraite insensée. Le jeu de Go et l'architecture d'AlphaGo développée par DeepMind. Parce que conduire une voiture, ça donne un retour immédiat. Tu tournes trop fort, tu sors de la route directe. Le signal d'erreur est instantané. Au jeu de Go, c'est une toute autre histoire. Ah oui, c'est un monstre mathématique, le Go. Pour situer un peu le contexte, un plateau de Go classique contient 19 lignes sur 19. Les mathématiciens s'accordent à dire qu'il y a plus de configurations légales possibles sur ce plateau qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. C'est vertigineux. C'est un espace d'état d'une ampleur cosmologique, l'approche de la force brute qui consisterait à calculer toutes les fins de partie possibles à partir d'un coup. C'est technologiquement impossible aujourd'hui et sans doute à jamais. Donc on oublie la force brute. Voilà. Mais la véritable difficulté architecturale du Go, c'est ce qu'on appelle le problème des récompenses clairsemées. Ah, ça c'est le point critique. Complètement. Contrairement à la voiture qui perçoit son erreur à la seconde du crash, ou au jeu Breakout où chaque brique cassée te donne 10 points tout de suite, le Go est silencieux. Silencieux. Oui, l'algorithme pose des pierres pendant des centaines de tours de jeu, rien ne se passe. Aucun point n'est donné en cours de route. Le seul et unique signal de récompense, un pauvre 1 pour la victoire ou 0 pour la défaite, n'est distribué qu'à la toute fin de la partie, qui peut durer des heures. Mais c'est un cauchemar pour le calcul de l'erreur, ça. Comment la machine, en recevant sa défaite à la toute fin, peut savoir rétrospectivement quel mouvement précis, joué, mettons, au 42e tour parmi des centaines d'autres, a été l'erreur fatale? C'est impossible. C'est comme essayer de deviner quel ingrédient précis a fait rater un gâteau super complexe en se contentant de le goûter 3 jours plus tard. La chaîne de causalité est beaucoup trop longue. Comment les chercheurs ont résolu ce casse-tête du signal différé? Ils ont dû bâtir une architecture hybride très sophistiquée. Au début, la machine n'a pas été lâchée dans le vide. Ils ont commencé par de l'apprentissage supervisé traditionnel. Donc ils lui ont montré des exemples. Voilà, ils ont nourri le système avec des bases de données contenant des millions de parties jouées par des experts humains. Le but, c'était de lui inculquer une sorte d'intuition de base sur ce qui constitue une belle forme ou une position raisonnable sur le plateau pour restreindre un peu son champ de recherche. Pour pas qu'il cherche au hasard. C'est ça. Et une fois cette base établie, l'apprentissage par renforcement a pris le relais. La machine a commencé à jouer des millions de parties contre des copies d'elle-même. Et c'est là qu'ils ont introduit un élément clé pour contourner ce fameux manque de récompense immédiate, le modèle de valeur. Si je comprends bien la conférence, au lieu d'attendre bêtement la fin de la partie pour distribuer un point, ils ont entraîné un réseau neuronal secondaire. Exact. Et son unique travail, c'est de regarder la disposition des pierres en plein milieu de la partie et de cracher un pronostic instantané. C'est exactement le fonctionnement de ce réseau de valeurs. Il analyse l'état actuel du plateau et sans même jouer la partie jusqu'au bout, il évalue statistiquement la probabilité de victoire de cette configuration précise. D'accord.
C'est vraiment l'équivalent d'un maître humain aux échecs qui jette un seul regard sur un échiquier au 15e coup et qui sent intimement que les Blancs sont en train de perdre le contrôle, même si aucune pièce majeure n'a encore été capturée. Ce modèle de valeur offre enfin à l'agent ce retour instantané dont il avait désespérément besoin pour ajuster ses politiques à chaque coup. C'est brillant. Et c'est l'assemblage de toutes ces pièces qui nous amène à la révélation la plus troublante de toute cette analyse. On le sait, AlphaGo a fini par battre les champions du monde en utilisant cette architecture hybride basée sur des données humaines. Mais les chercheurs de DeepMind ne se sont pas arrêtés là. Ah non? Ils ont créé la version suivante, AlphaGo 0. Et ce qu'ils ont fait est sidérant. Ils ont effacé la base de données initiale. Ils ont retiré absolument toutes les connaissances humaines, toutes les parties historiques. Ils ont laissé l'algorithme face à un plateau vide avec juste les règles du jeu. C'est le saut dans le vide. Et cette version, partie de rien, a totalement atomisé la version précédente qui avait été entraînée sur le savoir humain. Et c'est vraiment le point d'orgue de la puissance de l'apprentissage par renforcement. En injectant l'historique humain dans la première version, les concepteurs croyaient lui donner une longueur d'avance. Mais en réalité, ils lui inoculaient un plafond de verre. Un plafond de verre, comment ça? La stratégie du jeu de Go humain est pétrie de millénaires de traditions, de proverbes esthétiques sur les bonnes formes à jouer, de dogmes sur les zones du plateau à éviter au début. La machine, qui était initialement bridée par ces données, cherchait juste à optimiser des stratégies humaines. Mais dès qu'elle a été libérée de ce carcan, Livrée à l'exploration probabiliste pure, guidée uniquement par ses fonctions de valeur mathématiques, elle a inventé des séquences de coups totalement inédites. des coups que les maîtres humains jugeaient inesthétiques ou illogiques dans un premier temps. Oui, mais qui se sont révélés d'une efficacité absolue. Elle a littéralement réécrit la théorie d'un jeu vieux de 3000 ans en quelques jours d'auto-apprentissage, quoi. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? En reprenant le fil de notre exploration, on réalise le vertige de cette évolution technique. Clairement. On a commencé par des petites équations qui tentaient maladroitement d'évaluer un déplacement de pixels sur l'écran d'un jeu Atari. On a vu l'ingéniosité des courbes de Gauss probabilistes pour maîtriser les subtilités d'un volant dans la réalité. Et on a décortiqué les réseaux de valeurs capables de fendre la complexité de l'univers lui-même sur un plateau de Go. Et l'essence de tout ce parcours, c'est vraiment l'émancipation de la machine vis-à-vis des connaissances prédigérées par l'humain. Le paradigme a définitivement basculé de la classification passive vers l'exploration active de la réalité mathématique brute. C'est la fin du manuel d'instruction et le triomphe absolu de l'expérimentation. L'IA apprend trébuchant dans des dimensions que nous, on ne peut même pas visualiser. Mais au-delà de la prouesse purement informatique, cette percée d'AlphaGo 0 laisse une réflexion qui déborde largement du cadre de la tech. C'est sûr. Parce que si une intelligence algorithmique est capable de prouver que des millénaires de sagesse humaine concentrés sur un jeu abstrait étaient en réalité sous-optimaux, voire carrément handicapants, à cause de notre attachement à la tradition, ça ouvre une perspective vertigineuse sur notre monde. Ça remet tout en question. Complètement. Face à ces architectures capables d'optimiser le chaos à partir d'une page blanche, quelles autres règles d'or inébranlables de notre société risquent de s'effondrer? Des règles qu'on applique fièrement à notre logistique mondiale, à nos marchés financiers ou même au fondement de notre recherche scientifique. Ces modèles pourraient bien démontrer un jour que la manière dont on gère nos systèmes les plus complexes depuis des siècles est mathématiquement parlant totalement irrationnelle. C'est une idée qui invite indéniablement à reconsidérer nos certitudes les plus profondes. Et c'est sur cette note de réflexion que se clôt notre analyse de ces sources vraiment exceptionnelles.